Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie Jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Aujourd'hui, je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Justine. Alors Julie, toi tu es praticienne en Ayurveda et est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à nos auditeurs et présenter aussi un petit peu ce que tu proposes dans ta pratique qui est assez particulière? Alors, je suis Julie. Je pratique l'Ayurveda depuis 8 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de choses en Ayurveda. J'ai un gros parcours dans la cuisine notamment, sur tout le sujet de l'alimentation, de qu'est-ce que ça signifie se nourrir, de notre relation à la nourriture, du soin corporel aussi, puisque j'ai étudié en Inde et j'ai travaillé en Inde. Et puis après, j'ai approfondi d'autres thèmes, notamment celui de l'énergie féminine, de la nature cyclique. Qu'est-ce que c'est finalement, qu'est-ce que ça veut dire être cyclique, et tous les cycles auxquels on est relié dans nos vies. Voilà, ça c'est un peu le parcours en très résumé. Maintenant, l'Ayurveda, c'est vraiment toute ma vie. C'est-à-dire que c'est mon prisme par lequel je regarde et j'observe ma réalité quotidiennement. C'est-à-dire que c'est mes filtres de perception au travers de ce qui m'entoure. C'est toute ma vie aussi par rapport en fait à ma relation avec moi-même. Et du coup, cette soif et cette passion de la connaissance de soi et de cette rencontre finalement avec qui je suis, avec ce qui m'habite, avec qu'est-ce qui me rend vivante, avec comment est-ce que je prends soin de moi. Et ouais, ça c'est vraiment, enfin j'aime vraiment dire qu'en fait l'Ayurveda c'est toute ma vie, c'est pas seulement en fait une pratique professionnelle, c'est quelque chose qui m'habite vraiment, et c'est à partir en fait de cette sensation qu'elle m'habite que j'ai aussi la possibilité de la transmettre aujourd'hui et de la partager. C'est vrai qu'on oublie souvent que l'Ayurveda c'est la science de la vie et c'est pas seulement un métier ou c'est pas seulement la science de la santé, c'est vraiment une partie inhérente de la vie. Et du coup, tu nous parlais des prismes avec lesquels tu interprètes le monde, ces prismes ayurvédiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quels sont ces prismes, ou peut-être nous donner quelques pistes de ton regard sur le monde grâce à l'Ayurveda? Bien sûr. Alors, mes prismes, en fait, le premier prisme qui m'habite depuis très longtemps et qui finalement est quand même un peu mon fil conducteur dans ma pratique, c'est l'écoute. Développer l'écoute. L'écoute de ce qui se vit à l'intérieur de moi en termes de sensations, en termes d'émotions, en termes de ressenti, en termes d'intuition. Et puis aussi l'écoute de ce qui se vit à l'extérieur de moi. Donc aussi bien finalement dans une notion de verbe, donc ce qui est exprimé oralement, mais aussi ce qui s'exprime au travers de la gestuelle, au travers du non-verbal, au travers de ce qui est plus subtil et du coup de ce qui est plus, on va dire, vibratoire et plus sensible en tout cas. Et finalement, l'Ayurveda, dans ce prisme de l'écoute, qu'est-ce qu'elle m'a amené à comprendre et en fait à intégrer et à incarner, c'est de me relier à ma sensibilité. Et c'est maintenant au travers de cette reliance à ma sensibilité que je suis en lien avec le monde. Et finalement avec le monde, mon monde intérieur et le monde extérieur. Donc ce prisme de l'écoute, il m'a vraiment permis en fait de rétablir un lien avec ma sensibilité et de rétablir un lien avec la sensibilité du monde qui s'exprime autour de moi. Ensuite, il y a un autre prisme que l'Ayurveda m'a vraiment amené à développer, c'est celui de la présence. Donc vraiment de la présence à moi en priorité, pour ensuite vraiment développer une présence à l'autre et aux autres. Et quand je dis à l'autre, finalement, c'est aussi bien un être humain que la nature, que toute autre chose qui est à l'extérieur de moi.
Et cette notion de présence, elle est très importante pour moi puisque je sens qu'elle est vraiment une clé finalement dans nos chemins de vie et dans nos chemins de guérison, puisqu'elle est une notion en fait par laquelle on se relie à l'instant et à des informations qui sont au-delà de celles du mental. Donc elle nous donne accès finalement à des informations qui sont plus profondes, qui sont plus subtiles, qui sont plus sensibles et qui permettent finalement derrière de diriger aussi nos choix, de diriger nos décisions, de poser des limites. Voilà. Et donc finalement de construire un respect de ce qui se vit en fait pour nous et dans notre chemin d'évolution aussi. Et moi, j'aime beaucoup ta vision des choses parce que c'est vrai que l'écoute et la présence, c'est peut-être deux choses qui nous manquent en Occident plus particulièrement. Est-ce que, peut-être pour ceux qui nous écoutent, tu aurais un ou deux conseils pour être davantage dans l'écoute et davantage dans la présence? Est-ce que toi, il y a des choses qui t'aident au quotidien et que tu partages peut-être même avec les personnes qui viennent te consulter? Alors, pour l'écoute, qu'est-ce qui m'a aidé pour l'écoute? Je crois que ce qui m'a vraiment aidé en fait pour développer ça, ça a été ma pratique de yoga. Donc, finalement, une pratique corporelle. Puisque dans cette pratique corporelle, qui était pour moi celle du yoga, il y a une dizaine d'années déjà, c'était vraiment de revenir à, ok, dans cette posture, ou alors dans cet exercice de respiration, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Donc ça m'a invité en fait à développer une écoute de qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Ensuite, ça a été aussi un autre. Donc pour moi, la pratique corporelle, elle permet vraiment finalement de développer l'écoute. C'est peut-être ce qu'il y a d'un côté de plus simple et en même temps, aujourd'hui, on est aussi beaucoup coupé de nos corps. Mais du coup, d'une manière, on va dire, pratique et quotidienne, finalement, quand on se relie au corps, aussi bien dans une pratique corporelle, enfin, que ce soit aller marcher, que ce soit juste aller dehors ou autre chose, de revenir à sentir, ok, là dans mon corps, est-ce que si par exemple je fais du running, est-ce que c'est le bon rythme, comment est ma respiration, ça développe une forme d'écoute. Donc ça me paraît être déjà une première piste qui est à la portée de tout le monde et tout le temps. Et une deuxième piste aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de la nourriture. Parce que là aussi, on est quand même un peu déconnecté de qu'est-ce que ça signifie se nourrir. Et finalement, on peut développer une forme d'écoute par l'alimentation, par ce qu'on mange, par le goût que ça a, par les saveurs, les textures, enfin qu'est-ce qui se passe finalement dans notre bouche. Donc là aussi, c'est une pratique corporelle quelque part, mais du coup, c'est une autre forme d'attention. Et ça permet vraiment de développer l'écoute aussi. Et après, il y a évidemment plein d'autres pratiques dont on parle beaucoup, hein, de méditation et toute autre chose. Mais moi, j'aime bien partir de ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous maintenant et qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite à partir de ce qui est possible, quoi, de qu'est-ce qui est déjà là. Et donc, en fait, on mange plusieurs fois par jour. Et puis, on a quand même tous un peu une pratique corporelle. Donc ça, c'est déjà deux pistes qui sont très concrètes et qui sont vraiment au service de développer l'écoute. Et j'entends déjà nos auditeurs dire, ben oui, alors s'il y a une pratique alimentaire et corporelle, peut-être qu'elle doit s'allier au dosha. Et je sais que toi, du coup, tu as une pratique particulière reliée au dosha, parce que c'est vrai que traditionnellement, ou en tout cas ce qu'on entend de façon de façon plus courante quand on parle d'Ayurveda, c'est très bien, ok, d'accord, on est composé des 5 éléments et donc on a souvent un dosha soit qui est dominant, ou notre prakriti, ou sinon on aurait des déséquilibres, des vikruti, et du coup forcément on s'attacherait plus ou moins à une certaine pratique physique ou à une certaine pratique alimentaire
pour équilibrer un dosha particulier. Toi, du coup, c'est quoi ta vision de ces doshas, de ces pratiques? Alors, pour commencer, moi, j'aime quand quelqu'un vient me voir en me disant oui, alors j'ai lu, j'aimerais savoir quelle constitution je suis, quel dosha je suis. Alors, il faut savoir que durant toute ma pratique, j'ai toujours dit que je ne donnerai pas les doshas, que je ne parlerai pas de ça. En tout cas, voilà, que je n'associerai pas des doshas à quelqu'un, puisque nous sommes composés de ces 3 doshas. Maintenant, pour moi, ce qui est hyper important, c'est de remettre en lumière qu'est-ce qu'un dosha. C'est-à-dire que dosha, déjà en sanskrit, ça veut dire ce qui peut être corrompu. Donc à partir de là, est-ce que on a vraiment envie d'être associé à quelque chose qui peut être corrompu? Pas sûr. Moi, personnellement, j'ai pas envie d'associer ma nature à quelque chose qui peut être corrompu, puisque je suis moi-même dans un chemin pour essayer justement de me déconditionner, puisque voilà, j'ai déjà été corrompue d'une certaine façon. Donc, déjà, ça c'est important de remettre en fait une définition en face de qu'est-ce que dosha. Ensuite, ce que j'aime expliquer aussi, c'est que les doshas sont donc 3 énergies qui finalement orchestrent toutes les fonctions du corps, de nos corps en fait, que ce soit physiologique, psychologique, émotionnel, énergétique. Les doshas sont des chefs d'orchestre. Donc ils ont tous un rôle, ils ont tous des dialogues entre eux. Et donc c'est eux qui finalement orchestrent notre vitalité, notre système immunitaire, notre digestion. Et que aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour moi de rencontrer les doshas par rapport à leurs fonctions, c'est-à-dire quelles sont leurs fonctions dans notre corps, dans nos corps, dans notre système vital, plutôt que de vouloir absolument s'associer à quelque chose et du coup se mettre dans une case. Et donc, à partir de là, se limiter à nouveau. Donc moi, j'aime parler des doshas comme ça. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se rappeler que ces doshas sont effectivement composés des 5 éléments. Et je trouve beaucoup plus pertinent d'aller explorer chacun de ces 5 éléments. Donc pareil, chacun de ces 5 éléments, en fait, est le reflet d'une fonction dans notre corps. Et de se dire, bon, c'est vrai que quand je suis née, j'ai une prédominance de certains éléments. Et finalement, ces éléments, ils sont aussi visibles dans la nature. Donc ça veut dire que ma nature, avec mes éléments prédominants, va aussi dépendre des éléments qui s'expriment à l'extérieur de moi. Donc c'est tout le temps en mouvance, puisque finalement l'hiver, c'est pas les mêmes éléments qu'en été. Donc selon mes propres éléments, eh bien l'interaction qu'il va y avoir avec l'extérieur va être mouvante. D'où en fait les besoins différents qu'on a en fonction voilà des moments de l'année, de nos cycles, de notre cycle menstruel, de nos âges, de qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans nos vies. Voilà, en fait, ce qui est super important de comprendre finalement dans cette notion des 5 éléments et cette notion des doshas, c'est que ce sont des énergies qui sont tout le temps en interaction, tout le temps en relation, qu'on a une prédominance, c'est vrai, et en même temps, cette prédominance, elle est jamais figée. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de bouger par rapport à ce qui s'exprime autour de nous, à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous. Donc moi, en fait, j'adore éveiller chaque personne à cette observation-là, pour que finalement, il y ait une sorte d'attention qui se développe et que la personne devienne un peu alerte à ce qui s'exprime à l'intérieur d'elle. Ok, bah aujourd'hui je me sens plutôt comme ci comme ça. Et puis en fait dehors, bon bah là il fait plutôt ce type de temps. C'est plutôt telle heure de la journée. Et puis moi je suis plutôt dans tel
telle phase de cycle pour une femme ou un homme. Et du coup, il y a une possibilité finalement d'être en relation constante avec ce qui se vit et de pouvoir ajuster et adapter nos habitudes, ce qu'on vit, ce qu'on fait, ce qu'on va décider. Et du coup, je trouve ça super vivant. Et finalement, l'Ayurveda, c'est ça, c'est le vivant. Donc, de comprendre les doshas sous cette forme et les éléments sous cette forme, comprendre leurs liens, leurs relations, leurs dialogues et de pouvoir s'éveiller à cette interaction permanente, ça nous rend vivants. Et ça nous relie à la vie. C'est ça. Et moi, j'adore quand tu parles de cycles parce que, moi, je suis astrologue, donc mon métier, c'est d'étudier les cycles de la Lune. Et en fait, on est autant sensible au cycle de la Lune qu'au cycle saisonnier, qu'au cycle intérieur qu'on peut vivre, qu'il soit circadien, qu'il soit menstruel. Et se voir finalement constamment comme ça en mouvement, c'est aussi donner l'occasion de se dire on est capable aussi de se régénérer et que même si là on est dans un bas, on peut aller dans un haut aussi, qu'on n'est pas attaché à une phase particulière. Et alors peut-être que toi tu peux aller encore plus loin pour nous expliquer un petit peu ces différents cycles par lesquels on peut passer et comment est-ce que du coup on peut prendre conscience de ces cycles en nous et à l'extérieur de nous. Donc pour commencer, je trouve ça important d'avoir conscience que nous sommes une superposition de cycles. Donc il y a le cycle de l'âge, il y a le cycle des saisons, il y a le cycle hormonal, il y a le cycle des lunes, le cycle des planètes, il y a le cycle de qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans nos vies. On a nos cycles de la journée. Donc on est une superposition de cycles. Et bien sûr que chacun de ces cycles a des qualités, des spécificités qui s'expriment à l'intérieur de nous au travers d'envies, de besoins, d'élan, que ce soit du repos ou tel type de nourriture ou alors tel type de pratique corporelle, enfin peu importe. Tout ça finalement sont des expressions de cette superposition de cycles. Pour moi aujourd'hui, on est quand même là aussi déconnecté de cette notion de cycle et finalement pour s'éveiller et se relier à nouveau à cette notion de cycle, il y en a deux que je trouve très simples et qui sont pour moi faciles d'accès pour tout le monde. Ça va être celui de la journée et celui des saisons. C'est-à-dire que nous, en France, on a quand même la chance de vivre 4 saisons. Et donc, on se rend bien compte que notre énergie vitale, n'est pas la même en hiver qu'en été, qu'en automne, qu'au printemps. Or, dans cette société aujourd'hui, on nous demande d'être linéaire. Sauf que notre nature, elle est cyclique de base. Et de se déconditionner finalement de cette notion d'être linéaire, ça nous permet de nous relier à nouveau à ces cycles des saisons. Donc moi, j'adore, quand les personnes viennent à moi, leur expliquer quelles sont finalement les spécificités de chaque saison, quel est l'impact de ces saisons, tu vois, sur notre énergie, sur notre rythme, sur nos envies, sur nos besoins, sur notre digestion, sur notre état émotionnel, sur notre état énergétique, et de pouvoir finalement trouver des ajustements. Donc, avant de rentrer dans autant de détails et de précisions, on peut déjà juste observer, ok, en fait, l'hiver, je sens clairement que j'ai besoin de ralentir. Je vois bien que j'ai pas du tout la même énergie disponible en hiver que quand le printemps arrive ou quand l'été est là. Donc déjà, c'est juste revenir à ça. Ça, c'est vraiment du bon sens. En fait, pour moi, l'Ayurveda, c'est beaucoup de bon sens. Donc c'est juste dire, ok, là, c'est vrai que cet hiver, je vois bien que quand je force un peu trop, je m'essouffle plus vite, en fait. Mon énergie, elle prend un coup plus vite. Je vois bien dehors, il fait nuit plus tôt, les nuits sont plus longues, il y a plus d'obscurité. J'ai envie d'être beaucoup plus à l'intérieur, d'être beaucoup plus dans un cocon. Donc voilà, déjà juste revenir à ce bon sens-là, dire ah oui, c'est vrai que peut-être en hiver j'ai plus besoin de ralentir qu'en été. Ensuite, l'autre cycle, c'est celui de la journée, parce que là aussi finalement, on se rend bien compte que l'énergie du matin, c'est pas la même que l'énergie du soir.
On n'a pas envie de faire les mêmes choses, on n'est pas disponible de la même façon, on n'a pas le même type de pensée non plus. Et quand je dis le même type de pensée, c'est-à-dire que il y a des pensées le matin qui sont différentes de celles de l'après-midi, dans le sens de je ne réfléchis pas à la même chose. Parce que finalement, ces saisons et ce cycle de la journée est lui aussi composé des 5 éléments, et que là aussi on retrouve les qualités des 5 éléments. C'est-à-dire que quand on va arriver par exemple en fin de matinée autour de midi, et que c'est plutôt l'élément feu qui s'exprime, ce qui est logique. On voit bien que le soleil, c'est là où il est le plus haut dans le ciel et où il fait le plus chaud dans la journée. Eh bien, à ce moment-là, notre énergie, elle n'est pas la même que quand la nuit tombe. Donc, c'est quand même super intéressant, là aussi, d'être attentif, finalement, à ce à quoi on pense le matin, l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire le matin? Qu'est-ce qu'on a envie de faire l'après-midi? Qu'est-ce qu'on a envie de faire le soir? Et puis, comment je me sens le matin? Comment je me sens l'après-midi? Puis, il y a le début d'après-midi, il y a la fin d'après-midi, puis après, il y a la soirée, puis ensuite, il y a avant d'aller dormir. Donc, déjà, on peut se rendre compte qu'on est cyclique et qu'on est relié à des cycles juste par ces deux prismes-là, les saisons et la journée. Et ça, voilà, c'est à la portée de tout le monde là aussi. C'est juste dire ah ouais, c'est vrai que si je suis un petit peu attentif à moi, en hiver je me sens pas pareil, et puis dans la journée je me sens pas pareil. Et finalement, en fait, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui est génial. C'est des fois de se dire que l'Ayurveda, c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de savoir, ok, combien de Vata, combien de Pitta, combien de Kapha j'ai, est-ce que c'est en excès, etc., d'où ça vient. Je sais qu'en astrologie, on me demande souvent de regarder le Prakruti. Parce qu'effectivement, c'est vrai que tu peux avoir des indications avec le thème. Mais encore une fois, faudrait-il qu'il y en ait la nécessité, parce que si on est en pleine saison Vata, comme à l'automne par exemple, ça vaut peut-être déjà le coup de simplement s'écouter et de regarder le cycle à l'extérieur et à l'intérieur de soi, de voir ce qu'on a besoin, parce que finalement, on le voit, dès qu'on est à l'automne, on commence à rentrer à l'intérieur, on se coucoune un peu plus, on mange des choses un peu plus chaudes. Donc on rentre en fait dans cette phase de prise de soin de Vata de façon très naturelle, et il n'y a pas la nécessité d'avoir à labelliser les choses et à s'attacher aussi aux choses, parce que c'est sûr qu'après on devient aussi très attaché, on crée un attachement avec son dosha. Je suis ceci, sans se permettre du coup aussi l'opportunité de changer et de passer à un autre cycle. Et c'est vrai que le concept de cycle, alors on pourra en parler des heures, parce que j'adore en fait vraiment, comme tu l'as décrit, tout est cyclique. Si après on regarde au niveau macrocosme, on a les cycles de Brahma, donc les cycles de création de l'univers avec le Big Bang, etc. Puis après on a les yugas qui sont ces périodes de vie de l'humanité. Puis on a la vie humaine. Tout simplement. Nous, en astrologie, on va regarder les périodes de vie, ce qu'on appelle les Mahadasha. Et après, si on arrive au niveau microscopique, on a encore une fois nos cycles de journée, mais rien que notre corps aussi est cyclique. Rien que la régénération cellulaire avec le cycle de Krebs, par exemple. Rien que ça, c'est aussi cyclique. Et que ce soit que l'on parle Ayurveda, que l'on parle astronomie ou que l'on parle nutrition et biologie, on reste en fait sur cette dynamique de cycle. Et moi, j'adore cet outil parce que ça nous permet vraiment de prendre du recul sur toutes les phases par lesquelles on passe et comment est-ce qu'on change et comment est-ce qu'on traverse toutes ces phases. Oui, tout à fait. En fait, tu vois, dans cette notion de cycle, moi, j'aime profondément cette notion de cycle, parce que pour moi, elle est vraiment reliée à ce qu'est l'essence de l'Ayurveda, c'est-à-dire la connaissance de la vie. Et la connaissance de la vie, elle n'est pas figée, en fait, à aucun moment. Et elle nous invite plutôt justement à être en interaction et à vivre ces interactions constantes et permanentes. Et donc toi, c'est clair que par le thème, tu as du coup accès à ces notions de Prakruti. Sauf que aujourd'hui, quand tu fais un bilan en Ayurveda,
ce qui va se manifester en premier, c'est quand même la vicrotie, donc c'est-à-dire nos déséquilibres. Et d'abord, commençons par ça, en fait. Commençons par ça, et grâce à cette mise en lumière, finalement, de qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de nous, et on n'est pas obligé d'appeler ça déséquilibre. On peut juste dire, OK, en fait, je suis un être vivant, et la vie aujourd'hui s'exprime de telle manière à l'intérieur de moi. Donc peut-être avec des symptômes, mais finalement ces symptômes, qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils traduisent peut-être une non-écoute, un non-respect, une négligence, ou peut-être un moment de vie où on est vraiment dans un processus d'évolution très profond et qui a besoin d'être accompagné. Et ça, c'est juste le vivant et la vie. Et bien sûr que tout ça est soutenu par cette notion de cyclique qui nous rappelle que tout est mouvement tout le temps et que tout change en fait. Donc je trouve que ça amène beaucoup finalement, tu vois, ça permet de développer une forme de résilience, de tolérance et même de compassion envers soi-même et envers ce qui se vit, et la possibilité du coup de se dire ok, c'est possible en fait que ce soit autrement, peut-être que ça va prendre du temps et c'est possible que ce soit autrement, et que grâce à cette attention que je vais porter de manière régulière à ce qui se vit en moi et autour de moi, je vais me rapprocher de ma prakriti, c'est-à-dire ma nature profonde qui est avant tout cyclique et en même temps qui a des spécificités avec des dons, des talents et des cadeaux en fait de notre nature à exprimer et à partager au monde, et du coup de pouvoir aussi derrière œuvrer à notre juste place en fonction de ce qu'on a à offrir, et peu importe le domaine finalement. Et c'est la voie du dharma, et d'ailleurs le dharma on le représente souvent par une roue. Donc encore une fois, cet aspect cyclique finalement, cet aspect de loi universelle qui en fait revient et doit se répéter et se maintenir. Vraiment cette notion de roue et de cercle, de cycle revient énormément. Et pourtant on vit dans un monde linéaire, comme tu le dis, où finalement il faut toujours être pareil. En particulier, on le voit dans le travail surtout, parce que c'est vrai que c'est très visible, mais dans le monde du travail, de l'entreprise ou même de l'école, on nous demande de toujours avoir les mêmes résultats, de toujours être performant de la même façon. Et je pense que les femmes plus particulièrement, alors les hommes le sont tout aussi, mais les femmes c'est peut-être particulièrement plus flagrant chez nous parce que on est déjà cyclique par nature du fait que l'on ait nos menstruations, nos lunes, ce qui fait que par nature ça se voit entre guillemets qu'on a des phases un petit peu plus hautes et un petit peu plus basses, ce qui est un petit peu différent chez les hommes parce que c'est plus facile à cacher entre guillemets pour eux, bien qu'ils soient tout aussi cycliques de plein d'autres façons. Et finalement on voit bien qu'en fait cette forme de travail linéaire et toujours régulière, ça correspond très bien aux machines, mais pas du tout à l'être humain, en tout cas à l'être humain épanoui. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment super beau, tu vois. Enfin, il y a quelque chose que j'observe aussi finalement dans toutes les femmes que j'ai pu accompagner, mais même les hommes. C'est cette notion comment, dans cette notion en fait qu'on est cyclique, il y a vraiment une guérison aussi qui peut s'opérer finalement dans qu'est-ce que c'est être une femme, qu'est-ce que c'est être un homme, quelles sont les polarités qui nous habitent, quelles sont pareil leurs qualités, qu'est-ce qu'elles nous permettent. Et au travers de cette reliance à cette nature cyclique, il y a une vraie, pour moi, clé de guérison là aussi dans nos polarités et finalement dans la possibilité de retrouver un équilibre et une harmonie dans nos relations, dans notre relation à nous-mêmes et bien sûr dans nos relations extérieures, et de permettre aussi qu'on soit une femme ou un homme à mieux comprendre comment on fonctionne, à mieux comprendre qu'il y a certains moments en fait dans nos cycles, on est plus ou moins disponible. Il y a certains moments dans notre cycle, on est plus ou moins ouverte. Il y a certains moments dans notre cycle, on a effectivement peut-être plus besoin de repos ou de solitude.
Et, euh, et je trouve que ça amène aussi beaucoup de pacification dans notre mode relationnel. Et moi, j'adorerais que finalement en entreprise aussi aujourd'hui, on puisse tenir compte de ça. C'est-à-dire que, ok, en fait, on peut pas vous demander d'avoir la même énergie tout le temps, la même performance tout le temps, et que grâce à cette écoute et cette prise en considération de ces variations, de ces fluctuations, on puisse finalement peut-être créer, tu vois, des collaborations et des co-créations qui soient beaucoup plus ajustées, beaucoup plus respectueuses et qui soient finalement dans un vrai soutien les uns des autres. Donc, je sais pas si on est Et encore prêt à ça, mais je sais pas, peut-être pas dans le monde moderne capitaliste dans lequel on est. Et tu vois, moi la dernière fois, je réfléchissais sur le mot écosystème. Et je trouve que ça reflète vraiment l'aspect cyclique, l'écosystème. On est soi-même un écosystème, puis on vit dans un écosystème qui est celui de nos sociétés. Et souvent, en fait, on détériore ou on laisse se détériorer notre écosystème. Et parce que tout simplement, on le laisse pas se régénérer. On sait très bien qu'une terre qui a été labourée, elle doit après se reposer pour pouvoir de nouveau être fertile, etc. Et ben sur le même principe, on a cet écosystème que parfois on oublie d'entretenir et prendre conscience du cycle par lequel on passe, c'est prendre conscience de notre écosystème et lui permettre en fait de se renouveler, de se régénérer. Et je pense que nos sociétés bénéficieraient, mais alors 1000 fois de prendre conscience des écosystèmes de chacun pour que notre écosystème global qu'on partage tous puisse aussi vivre pleinement et ne pas être pollué, parce que si on cumule les écosystèmes qui sont détériorés pour tous les mettre dans un écosystème qui à la base pourrait être sain, en fait il va ne faire que se détériorer parce que personne ne peut nourrir l'écosystème global général. Alors est-ce qu'un jour on aura des sociétés avec des écosystèmes qui prennent soin de chaque partie, de chaque être qui la constitue? Ce serait un beau rêve et j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, je pense que c'est à ça qu'on œuvre tous dans nos pratiques holistiques. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très beau cette notion d'écosystème puisqu'elle met complètement en lumière et en valeur comment dire, l'utilité de chacun et comment finalement on est reliés et comment on se sert les uns les autres, puisque un écosystème c'est un ensemble et que cet ensemble il est composé d'individus et d'individualités et que chaque individu et chaque individualité sert finalement l'ensemble. Et je trouve ça vraiment très beau et finalement dans cette période qui est pour moi vraiment une période de chaos et qui met complètement en lumière ce que tu viens de dire, la possibilité d'un renouveau, c'est-à-dire d'un terreau fertile. Il y a aujourd'hui la possibilité de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se dire « Ah oui, en fait, je suis un individu, je suis une individualité avec des spécificités, avec des dons, avec des talents, et que si je choisis aujourd'hui de me rencontrer et de les rencontrer, ça me permettra de pouvoir les mettre au service de l'ensemble et d'œuvrer à ma juste place, et donc de permettre aux êtres peut-être qui m'entourent de eux-mêmes pouvoir avoir ce temps de régénération, de rencontre et de ressourcement, pour que lui-même puisse à nouveau du coup être en lien avec ce qu'il a à offrir à l'écosystème. Et finalement, c'est comme s'il y avait plein de petites étoiles là qui s'allumaient les unes avec les autres pour créer un écosystème, une constellation. Et puis de temps en temps, oui, il y en a une qui s'éteint. Et en fait, l'ensemble soutient pour qu'elle-même puisse avoir ce temps de régénération et du coup pouvoir vraiment offrir finalement qui on est, qui on est à chaque instant, à chaque étape de vie, en fonction de nos expériences.
Et de toujours se rappeler que oui, en fait, cette individualité que je suis, elle sert un ensemble, elle sert un écosystème, c'est clair. Et du coup, un système écologique, donc respectueux de mes ressources et des ressources planétaires, des ressources de la nature, des ressources des autres personnes, des ressources d'une manière générale en fait. Et c'est ça que je trouve trop beau avec l'Ayurveda, c'est qu'on peut prendre soin du coup de notre écosystème et on peut vraiment se respecter, apprendre à se respecter et à respecter les autres. Et c'est la magie de la science de la vie, comme tu le disais avec un grand V. C'est vraiment, je trouve, le but ultime de l'Ayurveda, c'est de faire fonctionner tous ces écosystèmes ensemble. Ouais, totalement. Moi, vraiment, tu vois, ce qui m'a touchée quand finalement la vie m'a amenée à me reconnecter avec l'Ayurveda, c'est cette possibilité de reconnaître que je suis unique et que cette unicité, elle est composée de plein d'éléments très particuliers qui sont au service en fait de la vie, et que cette vie, en fait, on en est tous porte-parole. Et moi, j'aime rappeler à chaque personne qu'on est tous en fait des gardiens et des porte-parole de cette vie et de ce vivant. Et que plus on se relie à qui on est, sans s'enfermer dans des cases, mais à qui on est dans nos quotidiens, dans chaque situation, et plus en fait on est gardien et porte-parole de la vie et du vivant, et plus en fait on en est même presque prescripteur, puisqu'on voit bien quand on rencontre quelqu'un qui a fait ce choix de se rencontrer, il y a quelque chose qui est stimulé chez nous tout de suite et qui donne envie. Ah oui, toi tu prends soin de toi. Ah ouais, ça m'inspire. Moi aussi, j'aimerais pouvoir moi aussi mieux m'écouter, être plus en lien avec moi. Et l'Ayurveda permet ça. C'est vraiment pour moi son essence même. Donc l'Ayurveda, c'est pas du tout réservé à des praticiens ou à des spécialistes ou à des experts. L'Ayurveda, c'est réservé juste aux personnes qui choisissent de se relier à ce qu'est être vivant. Qu'est-ce qui me rend vivant? Qu'est-ce que la vie? Et puis à partir de là, voilà, juste embarquer finalement dans cette grande aventure de la vie et du vivant et pouvoir l'expérimenter. Puisque l'Ayurveda, c'est de l'expérience avant toute chose. Avant d'être des concepts sanscrits, c'est avant tout une expérience quotidienne dans des choses extrêmement concrètes de nos habitudes. Et du coup, se dire, ah oui, en fait, moi aujourd'hui j'ai envie de découvrir l'Ayurveda, mais c'est possible. J'ai pas besoin d'aller faire une formation par-ci, par-ça. Peut-être effectivement, je peux me faire accompagner par quelqu'un qui a un petit peu plus étudié pour que lui m'apporte des clés supplémentaires de compréhension ou d'exploration. Mais du coup, moi, oui, aussi, je peux être porte-parole de la vie, je peux être gardien du vivant et être prescripteur autour de moi de cette notion de prendre soin de soi pour aussi prendre soin des autres. C'est trop beau. J'adore, j'adore et je trouve que ce serait notre phrase peut-être de conclusion. Du coup, si nos auditeurs veulent partir à la découverte de leur nature, s'ils veulent eux aussi devenir gardiens et prescripteurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux, sur Internet pour pouvoir te contacter? Alors, ils peuvent me retrouver sur mon site déjà. Donc, j'ai un site, c'est www.deliasjulie.com. Donc, c'est mon nom et mon prénom. Ensuite, je suis sur Facebook, Julie Delias. J'adore écrire, donc voilà. Quand je suis inspirée, je partage mes inspirations par écrit. Je suis aussi sur Instagram, c'est deliasjulie.ayurveda5d. Voilà. Et après, du coup, le plus simple, c'est souvent de prendre contact avec moi par le biais de mon site.
qui va m'envoyer un mail et après, voilà, je propose une rencontre. Enfin, ça dépend de ce que les personnes souhaitent, leur demandent. Tous mes accompagnements sont vraiment créés sur mesure en fonction de la requête de chacun. Donc, c'est plus simple de rentrer peut-être dans un premier temps en contact par le biais de mon site et après, on voit en fonction de ce qui est souhaité, en fait, vraiment. Pour être là aussi au plus près de ce qui est vivant, quoi. C'est génial, c'est vraiment c'est adapté à ce que chacun a réellement besoin et c'est le but de l'Ayurveda, c'est de respecter le vivant. Dans tous les cas, je mettrai tous ces liens du coup dans la description du podcast pour ceux qui sont intéressés. Et puis moi, Julie, j'étais vraiment super contente d'échanger avec toi. C'était un magnifique partage, c'était doux, c'était rempli de positivité et j'ai vraiment adoré. Donc ce sera vraiment un plaisir de t'accueillir de nouveau si tu as envie de revenir partager avec nous autour de l'Ayurveda. Avec grand plaisir, Justine. Merci beaucoup pour ton invitation, pour ton écoute aussi et puis pour cet échange vivant et au service de la vie également. Merci Julie, merci à nos auditeurs et puis à bientôt. À très bientôt. Merci à tous.